L'effet de levier, on le connaît tous, c'est important de le rappeler. Qu'en France, on a cette chance-là, et beaucoup ne se rendent pas compte en fait qu'on peut faire ça dans d'autres pays. Il faut déjà avoir beaucoup d'argent. On a tous un temps de vie limité sur Terre, on a des projets, on a envie d'accomplir des choses. Et se former, c'est échanger de l'argent contre beaucoup plus de temps. Il nous dit, les garçons, c'est très bien votre projet, moi j'y crois, hein, mais par contre, là, nous on a besoin un peu plus de recul par rapport à vos chiffres, etc. Sauf que nous, on voulait pas attendre. En 3 semaines, on a récupéré les 3 premières sous-locations. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast authentique aujourd'hui en compagnie de Ryan. Merci beaucoup de me faire l'honneur de faire cet épisode avec moi. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Eh ben écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. On va faire un épisode riche encore de ton expérience. On va aborder pas mal de thématiques, la sous-loc, etc. Allons-y. On va aborder des choses qui sont vraiment intéressantes. Et comme d'habitude, les auditeurs commencent un petit peu à connaître le format chez Authentique. Je vais me placer dans la peau d'un auditeur et puis je vais essayer d'aller te chercher, d'aller te grappiller un petit peu ton expérience, ton vécu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc écoute, à toi l'honneur, c'est toi la star de cet épisode. Qui est Ryan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis ensuite, on va faire un peu de rétrospective, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, etc. etc. Eh ben, écoute, allons-y. Bon, déjà, je tenais à te remercier. Moi, ça me fait tout bizarre de te voir en vrai. Je te suivais déjà sur Instagram, donc ça, c'est cool. Alors, Ryan, donc, moi, j'ai 29 ans. J'habite en région parisienne. Je suis investisseur et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, donc avec une partie purement immobilière. Je fais de la location courte durée avec un modèle qui est la sous-location professionnelle. Donc, je loue des logements à l'année et je les sous-loue ensuite à la nuit sur Airbnb. Donc, je fais ça depuis 2022. Et du coup, avant ça, j'ai investi dans 2 logements que j'ai mis en location courte durée. Et à un moment donné, l'aventure était passionnante et je me suis dit pourquoi pas partager ça sur Instagram, pourquoi pas accompagner des personnes. Donc ça, c'est la partie vraiment purement entrepreneuriale où j'accompagne du coup aussi des personnes à se lancer dans la sous-location professionnelle comme ce que j'ai fait. Voilà. Ok, bon, on va être sur un terrain commun. Alors, la LCD, Airbnb, moi, ça me plaît bien. Donc, ça va être un épisode d'expérience, de retour et d'enrichissement sur la courte durée et sur la sous-loc pro. Mais je veux dire que tu as une grosse casquette quand même Airbnb. Donc, ça va être super intéressant. Mais tu n'as pas toujours fait ça, j'imagine. Avant le Airbnb ? Ouais. Tu viens d'où, toi ? Donc, d'où je viens ? Donc, comme je le disais, région parisienne. Donc, moi, on va dire, j'ai eu un parcours où j'ai fait mes études. Ouais. Management, t'as fait du management, toi, ouais. Finance, vraiment un truc assez pluridisciplinaire. T'as fait quoi ? T'as fait un BTS, master ? T'as été jusqu'à quoi, j'ai fait BTS, double cursus prépa, licence, école de commerce. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un travail bien corpo, bien la défense, bien costume, métro boulot, dodo tous les jours, tu vois. Donc, j'étais consultant en management. Je conseillais des grandes boîtes dans leur gestion des ressources humaines d'un point de vue un peu plus stratégique. Donc, tu vois, le job un peu où tu te prends bien au sérieux comme il faut, tu vois. Et CDI, du coup, tu as trouvé un CDI après ? T'étais pas à ton compte, t'étais en CDI ? Avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai été pris avant même d'avoir fini mes études. J'ai fait une alternance. Je fais une alternance dans la boîte qui m'a pris ensuite en CDI. Donc, c'était un peu la voie royale. C'était un peu ce que je cherchais de base. Moi, je viens, en fait, si tu veux, pour tout te dire, je viens de banlieue parisienne, d'une banlieue un peu, pas mal famée, mais disons, moi, je la kiffe, tu vois. Mais on pourrait dire que c'est pas une très bonne banlieue, le nord de Paris, tu vois. Et du coup, je me suis tout de suite dit très rapidement dans ma vie, OK, j'ai envie de m'en sortir. Et la voie pour s'en sortir, c'est tu fais des bonnes études, comme papa, maman t'ont dit. Et merci à eux de m'avoir conseillé ça. Mais du coup, je me suis retrouvé effectivement au bout d'un moment à avoir ce job-là qui me plaisait grave au début. J'ai très vite vu les limites en fait de ça. J'ai très vite compris que finalement, ça allait peut-être pas être ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Donc là, c'est là que tu as le petit déclic de comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ça ? Parce que là, tu t'enfermes un peu dans une prison dorée très vite. Au final, je pense que beaucoup de tes auditeurs sont dans ce cas-là. Bah ouais, c'est pour ça, c'est intéressant. Ouais. Et au final, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier avec un associé d'ailleurs. Arthur. Mais tu as ton CDI, t'es posé, tu gagnes bien ta vie ou pas à ce moment-là ? Je gagne très bien ma vie. Tu gagnes combien ? À 24 ans, je suis à plus de 3 000 € net. Tu as plus de 3 000 € net par mois. Quand j'ai quitté ma boîte, je devais être à 3 300, 3 400 net par mois. Donc, quand tu es jeune, c'est trop bien. C'est pour ça, c'est là où je veux en venir. C'est que quand tu es jeune, tu es posé, tu as fait tes études, tu as trouvé ton boulot, tu en CDI, tu gagnes plutôt bien ta vie, tu peux kiffer ta life.
À quel moment tu te dis c'est pas assez? Il y a un déclic avant de se dire non, je vais pas rester là. Tu me parles de prison dorée, mais le déclic, il arrive pas comme ça. Tout le monde ne l'a pas. Qu'est-ce qui t'amène ce déclic et qui te dit ok, il va falloir que je fasse autre chose, jusqu'à même un jour peut-être quitter ton boulot. Mais c'est quoi les premiers éléments qui t'amènent à se dire il faut que je bouge, il me faut plus, il faut que j'aille dans l'IMO, il se passe un truc? Alors, il se passe deux choses. La première chose, c'est d'un point de vue professionnel. Je commence à prendre un petit peu en galon dans la boîte. Je commence à être en relation directe avec des managers qui sont beaucoup plus haut gradés. Et je commence à me rendre compte que, en fait, j'ai pas envie d'avoir leur vie. Je commence à me rendre compte qu'en fait, quand j'ai un manager qui vient d'avoir un enfant et il m'envoie toujours des mails à 23h minuit, et je le vois en vrai en plus, alors qu'il devrait être. C'est mon avis, tu vois, il devrait être avec son enfant. Je commence à me dire, waouh, ok. Et je crois que c'est pas le seul à être comme ça. Donc, déjà, j'ai un petit déclic, on va dire, d'un point de vue professionnel où j'ai des exemples que je n'ai pas envie de devenir. Et d'un point de vue personnel, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir voyager un petit peu, de voir qu'il y avait un autre mode de vie qui était possible. En fait, du coup, j'ai eu le côté hybride. C'est-à-dire que très tôt dans ma vie, j'ai eu le côté très pro, très corpo, comme je le disais, bien la défense et tout. Et j'ai eu le côté un peu plus lifestyle où voilà, on peut avoir un mode de vie hybride. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, est-ce qu'on pourrait aller chercher, on va dire, un moyen de se libérer finalement de sa condition salariale, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Et c'est à quel âge que tu as ce déclic à peu près? C'est, je dirais, ouais, vraiment à 23 ans, 23-24 ans. Ouais. C'est à cet âge-là. Le moment où, en fait, tu as perdu un peu, on va dire, la magie des débuts de c'est bon, tu as un travail, tu es dans la vie active, en fait. Tu fais comme tout le monde. Au début, tu es tout feu, tout flamme, c'est super excitant. Et au bout d'un moment, non, en fait. Ça redescend. Ça redescend complètement. Donc, ouais, c'était à cet âge-là environ. Ouais. Et là, c'est quoi comment tu attaques la chose? Tu dis, ok, pourquoi l'IMO? Tu t'aurais pu faire de la bourse, tu aurais pu lancer autre chose. Pourquoi l'IMO? Tes recherches te mènent à l'IMO comment? Comment ça arrive? Je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, ça reste quand même le meilleur levier pour justement se gagner plus d'argent. Il y a la bourse, il y a plein de trucs, etc. Mais aujourd'hui, si tu as un salaire qui est stable, l'immobilier, ça reste le meilleur moyen. Tu vas avoir une banque. Sur la base de tes revenus, elle va du coup te prêter une somme et tu peux du coup, l'effet de levier, on le connaît tous, c'est important de le rappeler, mais c'est quand même ultra important. Je trouve aussi qu'en France, on a cette chance-là et beaucoup ne s'en rendent pas compte en fait qu'en France, on peut faire ça. Dans d'autres pays, il faut déjà avoir beaucoup d'argent, énormément d'apports. En France, il en faut quand même, mais c'est pas la même chose. Donc l'immobilier, on va dire disons, de manière très rationnelle, pour moi, c'était le meilleur moyen. Et en plus, quand tu gagnes bien ta vie, il n'y a pas trop 36 000. Les vannes des banques sont ouvertes, tu peux emprunter, quoi. À l'époque, tout du moins, quand j'ai commencé, parce que maintenant, je sais que ça s'est resserré beaucoup plus. Un peu plus. Ouais. Et donc là, tu décides de te lancer en IMO, en parallèle de ton travail, du coup. Exactement. Donc, alors, la story est un peu plus compliquée. Au début, donc, avec mon associé Arthur, qui est toujours mon associé. Mais du coup, il est associé à quoi à l'époque, du coup vous décidez de commencer l'IMO ensemble? Ouais. Okay. Alors, ça s'est fait comment? Pour tout te dire, ça s'est fait sur LinkedIn. On s'était un peu perdu de vue. On était très, très copains au tout début de nos études. Et on s'est un petit peu perdu de vue au bout d'un moment. Et un jour, je sais pas, il like un truc sur LinkedIn, une connerie comme ça. Et je lui envoie un message, je lui dis Arthur, ça fait longtemps et tout machin. Et en fait, au bout de 5 messages, tu as le investissement immobilier qui arrive dans la conversation. Ouais. Parce qu'en fait, on a tous les deux suivi les mêmes parcours, école de commerce et tout. Et on s'est très vite, dans la conversation, il y avait vraiment non, mais j'en ai marre en fait. Je peux pas faire ça toute ma vie, etc. Et on s'est dit, non, mais attends, viens, on se voit, on en discute. Lui, il avait déjà, on va dire, commencé sa réflexion sur l'investissement immobilier. Il avait déjà même fait des calls avec des personnes qui accompagnaient du coup, les gens à investir dans l'immobilier. Ouais. On s'est vus, on s'est dit, en fait, au bout d'une heure, viens, on investit ensemble, en fait. Viens, on achète un truc. Et alors, à l'époque, c'était les immeubles de rapport. Ouais. Donc là, on est en quelle année? Comment? On est en quelle année à peu près pour se situer là? On est en 2020. Ok, 2020. On est en 2020, avant Covid, un peu avant Covid, tu vois. Le Covid nous a absolument pas empêchés. Je trouvais même ça presque une belle opportunité d'un point de vue investissement immobilier. Tu auras peut-être ton expérience aussi là-dessus. On est en 2020 et donc là, on commence à rechercher à fond des immeubles de rapport. Donc là, on a fait toute la France. Ah ouais? Le matin, on était en région parisienne. On prenait le train pour aller à Perpignan. Ouais, vous recherchiez vachement loin. On recherchait loin. Et pourquoi, du coup, vous avez fait ce choix-là? L'idée, c'est d'aller chercher de la rentabilité. En fait, quand tu es en région parisienne, c'est trop bien parce que tu as plein de possibilités. Mais par contre, si tu veux vraiment aller chercher une belle rentabilité sur des immeubles de rapport, tu es obligé de t'éloigner un petit peu. Et si tu veux de la très bonne rentabilité, tu t'éloignes un petit peu plus. Il n'y a pas de secret, tu vois.
Donc c'est pour ça qu'on allait très loin. On est allé dans l'Est, on allait dans le Sud, on a fait un peu toute la France à un moment donné. Mais c'était cool, une belle aventure. En vrai, on a vu. Mais c'est chronophage en vrai. Comment vous faisiez pour gérer ça avec vos tafs à côté? Vous y allez parce que tu vas pas à Perpignan le soir quand tu débauches. Non, le Week-end, samedi, c'est comment? Ouais, le week-end. samedi, en fait, vendredi soir, quand t'as tes potes qui te proposent d'aller boire un verre, tu dis, ben non, je peux pas, en fait, j'ai 3 visites demain. Ouais. Et en fait, j'ai 5 heures de route pour y aller, j'enchaîne 3 visites, et ensuite je rentre chez moi, et tu rentres chez toi, il est 1h du matin. Bah, T'as fait 3 visites, et sur le chemin, t'es dans la voiture, c'était Arthur qui conduisait à l'époque, toi, t'as l'ordinateur, tu fais tes estimatifs de travaux, et bien sûr. tu perds pas de temps, en fait, t'es déter. Il n'y a pas de secret, encore une fois, là-dessus. Mmh. C'était un peu comme ça. Donc au début, c'était full immeuble de rapport, et on a failli investir dans un immeuble de rapport jusqu'au moment où finalement le courtier en prêt qui était censé nous suivre, mais les gars, vous avez un dossier béton, vous avez une enveloppe, il nous avait dit, on était trop crédules à l'époque, il nous avait dit 1 million d'euros. Vous avez dit, vous pouvez aller jusqu'à 1 million d'euros. Avec du recul, on aurait dû faire des calculs, enfin, on s'est laissé, pas berner, mais disons on l'a cru un peu, on s'est dit, bon, nous, selon nos calculs, on n'a absolument pas cette capacité d'emprunt, mais pourquoi pas, il est courtier en prêt, c'est un pro. Ouais, parce que à cette époque, ni toi ni Arthur, vous êtes spécialement formé à l'IMO, rien du tout. Vous allez un peu comme ça, ou vous avez pris des petites recherches à droite à gauche. Vous étiez comment niveau connaissance IMO, fiscal, terrain, etc. Non, on s'est carrément formé vous êtes à formé, l'immobilier. Ouais. Ok. Et même clairement, on a pris une formation dans les immeubles de Ok, rapport. ok. Qui Ouais, donc d'ailleurs, vous n'êtes pas parti à l'arrache. non, absolument pas. Non, mais d'ailleurs, je pense que. Non, mais c'est important, tu vois, pour situer un petit peu, parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, Non. c'est pas nécessaire, je fonce, tu prends des murs. Non, avant, vous avez fait les prérequis nécessaires, quoi. Ça rapporte. Enfin, tu gagnes tellement plus de temps et d'argent à te former, Ouais. en fait. Et je pense que les personnes qui n'ont pas encore compris ça se rendent pas compte, en fait, de la valeur de leur temps. Je pense que c'est plus ce mindset-là, tu vois. Je pense qu'en fait, il y a une question de comment est-ce que tu estimes ton temps dans la vie. On a tous un temps de vie limité sur Terre. Ouais, À un moment donné, on a des projets, on a envie d'accomplir des choses. Et se former, c'est échanger de l'argent contre beaucoup plus de temps, finalement, que la réelle valeur de cet argent. Parce que à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu peux te former pour, certes, ça représente une somme, mais on est en train de parler d'investir dans l'immobilier, tu t'engages sur un prêt, enfin, c'est quelque chose de sérieux. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, moi, je suis tout de suite parti là-dessus. En fait, il faut qu'on se forme. Bon, évidemment, au début, comme tout le monde, on essaie de se former sans. Ouais. Puis au bout d'un moment, on se dit, OK, je trouve que ces types-là, ils ont une bonne vibe, ils connaissent leur sujet, et je pense que si je me mets sous leur aile à eux, je vais aller plus vite et plus loin. Ouais. Donc, voilà. Ok, smart. Donc vous commencez à parcourir la France. On commence à parcourir la France et le projet tombe à l'eau assez rapidement parce qu'au final, non, on n'avait pas 1 million d'euros. Mais parce que vous cherchez des choses aussi grosses que ça, vous avez dû visiter des gros trucs alors. Ouais, alors on a visité quand même des gros immeubles, mais on s'était quand même dit, ok, on vise entre 300 000 et 400 000 euros en termes d'immeubles de rapport. Donc tu vois, ça reste c'est plus honnête. Ouais, ça reste correct. Et du coup, on était vraiment sous compromis, etc. pour un immeuble. Pour un deuxième ensuite, c'est-à-dire que réellement, à un moment donné, on était sous compromis pour 800 000 euros. Et au final, le courtier nous lâche en nous disant ah, mais en fait, j'ai vu avec les banques, c'est pas possible, etc. Donc, ça nous a vachement refroidi. D'ailleurs, pour se sortir des compromis, c'était pas facile, tu vois. Vous n'avez pas essayé de chercher les fonds par vous-même, du coup, vous avez cherché à sortir direct? En fait, si tu veux, c'était un moment donné où on était tellement, on était tellement découragés par la nouvelle qu'en fait, on était trop assommés pour aller se dire, OK, on va retenter l'aventure dans chaque banque, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie que ça demandait de déjà se sortir des compromis dans lesquels on était, c'était déjà trop fort. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, si on revient à zéro, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que tu sais, tu as les 10%, etc., où en fait, ça remonte à pas mal de temps. Mais voilà, donc c'était le truc au début, quoi, de se remettre à zéro. Et après, les immeubles de rapport, c'est là où justement, on s'est dit, bon, les immeubles, ça va pas marcher. Maintenant, on va essayer de retourner sur quelque chose de plus palpable, de plus concret, parce qu'on a quand même perdu, si je trouve pas que c'est vraiment une perte, parce qu'on a appris énormément de choses. Bien sûr. Quand tu fais plein de visites tous les samedis pendant 1 an, tu apprends vraiment sur l'immobilier. Largement, bien sûr. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on a envie de mettre le pied à l'étrier, on y passe à l'action, et c'est là qu'on s'est dit, OK, on va acheter un appartement basique, T2, pas trop loin non plus. On n'a plus envie de faire 6 heures de route. On veut passer à l'action, on veut mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'on a acheté notre premier logement, un T2 de 40 mètres carrés, déjà très bien fait. En fait, l'idée, c'était de se dire,
On veut quelque chose de palpable, de concret tout de suite qu'on va pouvoir exploiter rapidement. Voilà. Et vous achetez comment? Vous achetez en nom propre, division 50-50? Vous faites comment? Division 50-50. Ok. Alors, ouais, après avoir créé, puisqu'on a créé 2 SCI qui du coup sont des coquilles vides. Pour les 2 premiers compromis, vous Ouais, étiez déjà exa- passé carrément à la case SCI, Exactement. etc. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait déjà créé la SCI avant d'investir, de manière à pouvoir être opérationnel direct quand on allait avoir l'opportunité, tu vois. Et t'en penses quoi de ça avec le recul maintenant? De manière tout à fait honnête, ça ne nous impacte pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais qu'il y a 2 SCI où il y a nos noms qui existent, mais tous les ans, on remplit une petite fiche où on dit qu'on a fait 0, 0, 0. Oui, bien sûr. La vérité, on n'a pas pris le temps de les fermer encore. On va le faire, tu vois. Mais pour Vous n'avez l'instant, pas ça- réutilisé depuis? Non, on les a pas réutilisés parce qu'on a investi quand dans l'indivision. Propre, ouais. Du coup, ouais. Ok. Du coup, on a acheté nos deux logements, on les a achetés en indivision. Ok. LMNP classique. Ouais, classique. Voilà. Et donc, cette première OP, ça donne quoi au niveau des chiffres? La première opération, alors on l'a tout de suite exploité sur Airbnb. Donc au niveau des chiffres par rapport au montant du prêt, c'était très très bien. De mémoire, en plus on s'est lancé, tu sais, c'était là en fait juin, juillet, août. Donc Ouais, c'est la tout bonne de suite, tu période. vois des chiffres. Donc ouais, on faisait le prêt, on est à 500-550 euros. Et dès les premiers mois, on faisait du 2000 euros, entre 2000 et 2500. Donc ouais, là c'est là où on s'est dit, waouh, on s'attendait à ce que Airbnb ça fonctionne, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant. Que ça fonctionne autant. Ah Et ouais, là, non. on est où pour avoir un peu de contexte? Donc, sur un T2, on est sur quoi? Sur une Renault classique, un peu plus atypique, haut de gamme? T'es que Booking, t'es Airbnb, comment ça se présente? Alors, on est sur un T2 en centre-ville, Ok. hyper centre-ville. C'est une grande ville en nombre d'habitants, ça, qu'on se rende compte un petit peu? 40-50 000. Ok, ça marche. On est sur une ville quand même de taille qui Taille moyenne, ouais. ouais, qui est de taille moyenne, qui est pas très loin de chez nous, donc c'est palpable, c'est concret. Ouais, ça fonctionne. Le logement est déjà rénové. Ok. Le propriétaire a fait le réno lui-même. On l'a visité, c'était très bien. D'ailleurs, on l'a visité le jour où l'annonce a été postée. Un petit conseil pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Soyez réactifs, les belles opportunités. On considère que c'est une belle opportunité. Il faut savoir les saisir très très vite. Ouais. Donc, ils postent l'annonce le jour même. Le soir même, on y est. Après le travail et tout, hein. On est rentré chez nous super tard ce soir-là, mais on est rentré chez nous les étoiles dans les yeux. Parce qu'on se disait, c'est celui-là qu'on veut. Donc le logement était déjà très bien fait. Vraiment, il n'y avait rien à faire en termes de, je dirais même de rafraîchissement. C'est-à-dire réno, il y avait absolument Il y rien. avait vraiment rien. Et Donc là, même c'est au de la niveau déco, quoi. Ouais, même au niveau petit rafraîchissement, il n'y avait rien à faire. Il fallait le meubler, le décorer au Parce qu'il standard était, de la il était nu, location, du coup. Il était nu. Il était nu, ouais. Il était nu. Petite copro. Donc ça, c'était cool aussi parce que, comme tu le sais, lorsqu'on fait de la location courte durée type Airbnb, on privilégie les petites copros. Grosso modo, là, on va pas trop se faire embêter, tu vois. Ouais, il faut pas de clause de bourgeoisie. Ouais, etc. exact. Et là, c'était une copro bénévole en plus de Ouais, ça. ok, Donc là, c'est tout bénef. Donc voilà, donc on a saisi l'opportunité, on a fait une offre très rapidement. On a signé, on a fait le maximum, on a signé très vite. Et du coup, ouais, voilà, mai-juin, on a commencé à mettre la déco, l'ameublement. Alors, avec du recul, on a mis 2 mois pour meubler et décorer un petit logement. Aujourd'hui, ça prendrait 2 semaines, quoi. Ouais, c'est le manque d'expérience. Ouais. C'est la première, hein. Bien sûr. C'est ton bébé, tu sais, t'as envie de faire tout par toi-même, tu sais, tu challenges le moindre truc au mur, tu vois, mais si on le mettait plutôt comme ci ou plutôt comme ça, aujourd'hui, tu te dis, mais non, il faut pas perdre de temps, il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, vous vous faites financer en banque? On se finançait en banque. À l'époque, les vannes étaient un peu plus ouvertes qu'aujourd'hui, pour être honnête, sans apport. Ça, c'était cool. On présente un dossier à la banque en béton armé. Limite, le jour où on présente le dossier, non, c'était le 2e rendez-vous. Donc, on a un premier rendez-vous avec la directrice d'agence. Donc, ça, c'est cool. Toujours privilégié, évidemment, d'avoir les plus hauts dans l'agence. Ouais, bien sûr. On a la directrice d'agence. On la revoit pour un second rendez-vous. Elle nous dit, là, je ramène le directeur. Et elle nous dit, les gars, vous avez un dossier, c'est trop bien. Enfin, la présentation et tout. C'est bien fait, ouais. On avait super bien travaillé le truc. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et alors, on en a fait des banques quand même, avant de sélectionner celle-là. Ouais, c'est cette fois, vous réutilisez pas un courtier. Ah non. Vous dites direct, on va y aller par nous-mêmes, quitte à en faire plusieurs. Ouais, oui, on était un peu traumatisés, hein, je te cache pas. Le mec, en plus, il avait aucun intérêt à faire ça. Donc, en fait, on comprenait pas. On se disait vraiment juste, il y a des types qui sont chelous. Et du coup, non, là, on se dit, on va faire toutes les banques par nous-mêmes. Stratégie, c'était, on fait des banques à côté de chez nous et on fait des banques dans la zone où on achète. Comme ça, on mixe un petit peu les choses. Finalement, c'est une banque à côté de là où on achète, dans la ville où on a acheté, qui nous a financé et qui nous a financé le 2e logement derrière, du coup.
Voilà, ouais, ça s'est passé comme ça, sans apport. Je me souviens plus exactement du taux, je te cache pas. Ouais, c'est pas les bonnes années, c'est des petits taux, quoi. Ouais, c'était taux, ouais. vers du 1%. Ouais, c'est ça. Voilà. Le genre de crédit que tu n'as absolument pas envie de laisser passer. Bah à non, ce bien moment-là. sûr. Et voilà, ouais, ça s'est fait comme ça. Ok, et donc après, vous l'exploitez comment? Airbnb? Tout de suite sur Airbnb. Pas Booking. Pas Booking. Alors nous, Ok. justement, c'est vrai qu'on a cette conviction. Nous, on est full Airbnb. On préfère, en fait, si tu veux, concentrer nos efforts sur une seule et unique plateforme. Parce que nous, si tu veux, notre manière de voir les choses, c'est il faut que le business, ça reste simple. Il faut qu'on ait un business au service de notre vie et pas l'inverse, tu vois. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on vient complexifier les choses avec Channel Manager, Booking, etc., là, tout de suite, on rentre dans une dimension. Même si cet outil est voué à faciliter ta gestion en tant que hôte, Ouais. au final, ça peut se retourner contre toi. Et il faut vraiment évaluer de manière assez froide, finalement, le gain que tu vas avoir avec ce type d'outil. Donc nous, on s'est dit, on va voir ce que ça donne Airbnb. Et au final, on est encore là-dedans, tu vois. Là, on fait du 75 à 85%, ça dépend des mois de taux de remplissage. Pour Si des on- prix moyens, combien la nuit vous êtes? Ouais, ça dépend des logements. Alors là, Bah là, sur ce premier-là, si on est sur ce premier, premier-là. bah, on était à entre 50 et 60 euros la nuit. Ok. Et l'été, ça pouvait monter jusqu'à 90, Ok. 90 euros la nuit, ouais. Donc on s'est dit, OK, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller se prendre une autre plateforme, un channel manager pour connecter les deux? Mais t'es Pour pas aller obligé chercher. de mettre un channel manager pour connecter Airbnb Booking. T'es pas obligé, effectivement, mais à l'époque, c'était un petit peu le. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une intégration qui a été faite directement entre Ça Airbnb, fait longtemps. Hein. Moi, j'ai commencé en 2018. Tu pouvais déjà connecter les deux sans channel. Hein. Tu pouvais connecter Ouais, les calendriers. T'as Ok. un lien ICAL, ouais. Ok, Ouais. bah, à l'époque, je me rappelle qu'on pensait que c'était pas possible. En Ouais, tout cas, ouais, selon bien sûr. nous, en fait, il fallait absolument un channel manager. Donc mettre de l'outillage, etc. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, OK, on n'a pas envie de faire ça. Et c'est pour ça qu'on a fait que Airbnb. Et après, c'est vrai qu'on avait quand même des mauvais échos de Booking. Ça, tu pourras nous en dire plus. Parce Moi, que j'aime bien Booking. toi, t'aimes bien Booking. Mais je pense qu'en J'aime fait- bien les deux, mais Booking est tellement lucratif. Booking, Ouais. c'est plus technique. Ouais. C'est beaucoup moins intuitif. Pour un particulier qui débute, c'est sûr que c'est une usine à gaz. C'est beaucoup plus hôtelier. Donc, tu vois, pour te donner 2-3 exemples, mais peut-être que tu connais, tu peux mettre des prix pour les différents pays du monde. Genre, un Anglais ne va pas payer le même prix qu'un Marocain, qu'un Tunisien, qu'un Belge. Toi, tu peux mettre plein de prix différents. Tu as plein de stratégies. En fait, la grosse différence pour moi entre Booking et Airbnb, c'est qu'Airbnb, ça n'a qu'une clientèle de particuliers qui loue son logement. Même si aujourd'hui on les loue de façon professionnelle à l'année, ça n'empêche que c'est des particuliers. Alors que Booking fait autant le particulier que fait l'hôtel. Donc tu as des chaînes d'hôtels. Donc eux, ils ont besoin d'avoir des prestations vraiment avec des options tarifaires de marketing qui est beaucoup plus poussées. Donc à côté, c'est sûr que tu prends le truc où mettre une annonce sur Airbnb, tu suis 3 étapes, tu fais suivant, catégorie. C'est tout de suite prêt, c'est ultra simple. Ouais. Booking, c'est pas du tout comme ça. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'une fois que tu le comprends, c'est une machine de guerre. Ouais. C'est une machine. Booking, une machine. Et là où c'est bien, moi, je trouve Booking, c'est que, et je le vois, hein, tu vois, le mois dernier, on a fêté nos 14 000 réservations. Félicitations. Donc, tu vois, ça fait un Trop bien, paquet. Ça fait un paquet de résas en LCD. Et tu vois, on se rend vraiment compte aussi qu'on prend une grosse part du marché de Booking où le client pense être dans un établissement professionnel, du coup. Où tu te fais un peu duper en disant, bah attends, moi, je veux pas Airbnb parce que je veux pas justement un petit particulier, je veux un hôtel ou un pro, un vrai gîte professionnel, je vais sur Booking. En fait, tu te fais duper parce qu'après, je le vois, j'ai des commentaires du style, bah, qui à l'accueil pourra nous faire la facture ou la carte? Mais meuf, personne. C'est un particulier, entre guillemets. Ouais, c'est pas possible. Et là, ah bon? Ou à quelle heure est le dîner le soir? J'ai vu ça sur une de tes stories. Ouais, mais il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je te dis ça me revient. Ça m'a fait tilter, je me dis. À quelle heure est le dîner, machin? Ou est-ce qu'il faut le commander? Mais non. Non, t'es chez un particulier. Et en fait, ça nous arrive tous les jours parce que le client pense être passé par un hôtel. Ouais. Mais ce qui fait que du coup, on récupère une grosse part de clientèle grâce à ça. Et ça te le permet pas sur Airbnb, tu vois. Pour tout te dire, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est vraiment, je pense que Booking s'est adapté à, comme tu l'as dit, une clientèle qui s'adresse un peu plus à des gens qui veulent une qualité hôtelière. Ouais. Et c'est vrai que nous, pour rejoindre le truc, nous, au début, on se disait, OK, on n'a peut-être pas le level, en quelque sorte, pour ça. Il y a d'autres raisons qui se sont ajoutées depuis qui font qu'on est toujours plus Airbnb, de moins en moins d'ailleurs, avec les nouvelles, on va dire, mises à jour d'Airbnb, ils serrent la vis à mort sur plein de trucs. Mais ouais, je pense que pour tes types de logements, à mon avis, vraiment super haut de gamme,
ou atypiques, ouais, Booking, ça doit cartonner. Ouais, Là, du coup, tu me Booking, motives à. Là, Bah, vas-y, parce que même pour mes logements qui sont basiques, moi aussi j'ai des logements basiques à 50 balles la nuit, etc. Ouais. En général, on est à 70% taux de remplissage Booking. Ok. Ouais, vraiment. Mais après, je te dis, c'est dépendant des régions aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients où c'est l'inverse. Style Côte d'Azur, le Booking, c'est 10%, quoi. Ils prennent tout sur Airbnb. J'ai des personnes qui sont que sur Airbnb, ça fonctionne bien. Mais en règle générale, franchement, Booking, ça tourne. Moi, j'aime bien faire le combo des deux. Ça se synchronise facilement. Ouais. Ouais, il faut apprendre Booking, mais bon, tu vois, tu ça l'as pour se une fait, fois, hein, ça se fait. J'ai pas toute besoin d'un façon, bac pour faire ça non plus, tu vois. Plus, non, parce que j'ai essayé les Abritel et tout ce que tu veux. T'as Agoda, t'as TripAdvisor, enfin, t'en as plein. C'est bullshit. Pas juste Airbnb, Booking. Ouais, moi, je trouve que c'est bullshit, tu vois. Parce qu'après, pour le coup, je rejoins ta théorie de c'est trop de charges, c'est trop de travail pour pas de rendement. C'est-à-dire que Abritel, au pic de l'année, c'était 2% de Noisa, quoi. Ouais, ok. Je me fais plus chier avec une troisième synchronisation de plateforme pour 2%. Par contre, les deux mastodontes, je sais que je fais all-in sur mes plannings. Pour toi, c'est le combo gagnant. Pour moi, c'est le combo gagnant. Ouais, pour moi, c'est meurtrier. Franchement, c'est vraiment, vraiment game changer, tu vois. Ok. Et pourtant, tu vois, par exemple, tu disais, c'est plus adapté pour mes logements atypiques haut de gamme. Bah, tu vois, je prends par exemple Métroglodite. Ouais. 90% Airbnb. Ok. Étonnant, parce que c'est vrai que j'aurais justement dit, ça c'est typiquement les logements qui vont cartonner sur Booking. Bah non, tu vois, 90% Airbnb. Alors que mes logements basiques, bah non, parce qu'ils sont plus sur Booking, mais parce que Booking t'attire aussi beaucoup les travailleurs. Ouais, beaucoup de travailleurs. Et un travailleur où, en fait, tu sais, c'est la secrétaire qui boucle les logements pour les gars, et ben en fait, elle va pas te prendre un atypique à 300 balles. C'est pas possible. Donc, et puis, pour des questions de professionnalisme, d'automatisation, ils vont sur Booking directement. Ouais. Donc, en fait, tu chopes aussi beaucoup de travailleurs. Donc, quand on a des villes comme moi, des villes internes, t'es pas en station balnéaire, t'es pas à la plage, t'es pas au ski, ou t'as pas de tourisme particulier, bah mine de rien, le travailleur a une part importante du chiffre d'affaires. Et là, on va aller chercher beaucoup plus sur Booking que sur Airbnb. Ouais. Ok, je vois. Intéressant. En plus, c'est des bons clients, les travailleurs en règle générale. Bah là, t'as pas d'emmerde. C'est la boîte qui paye, ils te demandent une facture, les gars. Ils te demandent rien, ils t'embêtent pas. Ouais, tu n'entends jamais parler. Te dire c'est quel type de dosette. Ouais, franchement, et encore souvent, ils font pas de vagues. Franchement, ça passe mieux. Et puis, c'est surtout que c'est des récurrents. Et puis, c'est des bonnes résas parce que tu sais, c'est les résas où ils arrivent le lundi soir. Ouais. Et puis, ils quittent le logement le vendredi matin parce que le vendredi soir, ils rentrent. Donc, en fait, ils te prennent la semaine. Ils te laissent le week-end. Ils te lâchent tes week-ends. Puis, les week-ends, tu peux aller chercher d'autres clients et ils te remplissent des points morts en hiver, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. Entièrement d'accord avec ça. Okay. Mais ok. Donc, toi, tu tournes avec ça. Intéressant. Donc, cette première opération, elle se finit. Cette première opération se termine, se fait, on est super content des résultats. Ouais. Et du coup, on se dit, on va acheter un deuxième bien. Cette fois, on s'est dit, le premier, on voulait mettre le pied à l'étrier, pas de travaux, etc. Traumatisé par ce qui s'est passé avec les immeubles de rapport. Du coup, là, on se dit, non, on va quand même prendre quelque chose avec un petit peu de travaux. Donc, c'est ce qui se passe, toujours dans la même ville. Ok. Donc là, pour le coup, c'est un logement, même typologie, T2, environ 40 mètres carrés. Pour le coup, on fait à peu près entre 20 et 25 000 euros de travaux. J'ai plus le chiffre exact en tête. Pareil, on le met sur Airbnb. Pareil, ça cartonne. Et on est content. Et on se dit naturellement, on va en faire un troisième du coup, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on retourne voir notre banquière et qu'elle nous dit, les garçons, votre projet, il a l'air super. Alors là, on voulait acheter quoi ? On voulait acheter c'était deux petites maisons collées l'une à l'autre, mais qui étaient même parcelles cadastrales et tout. Et elle nous dit, les garçons, c'est très bien votre projet, moi j'y crois, hein, mais par contre, là, nous on a besoin d'un peu plus de recul par rapport à vos chiffres, etc. Bien sûr. Sauf que nous, on ne voulait pas attendre. On voulait vraiment continuer, on avait la niaque, on avait les dents, on avait un modèle qui marchait bien. En plus, très rapidement, on a mis en place pas mal de process qui faisaient qu'au final, la gestion nous prenait peu de temps. Donc, c'était ma question qui allait arriver, parce que vous êtes tous les deux salariés à ce moment-là, toujours ? Ouais, toujours à ce moment-là. Il y en a deux qui arrivent, c'est du boulot parce que vous êtes à la nuitée, etc. Les process, c'est femme de ménage, j'imagine. Oui, ouais. Donc moi, j'aimerais bien savoir ton retour sur l'expérience femme de ménage. Dur à recruter, vous avez du turnover régulier, tu as eu des déceptions. Comment vous avez géré cette partie ménage-lingerie ? Alors, parce que c'est pas toi qui le faisais, j'imagine. Non, voilà. Non, on l'a en vérité. Au début, on l'a jamais fait, sauf quand cas exceptionnel, ça nous arrivait de le faire quand en fait, il y a eu un quoi, tu vois. Et là, tu dis pas le choix. Mais c'est très bien, c'est formateur aussi. C'est formateur. Moi, j'en ai fait peut-être 300 déménages. Ouais, non, mais c'est. Pas plus tard que l'année dernière, Noël, 25 décembre, j'y étais. Ah ouais. Ah bah ouais. T'as passé un joyeux Noël. Planté, on s'est fait planter par 2 équipes sur 6. Enfin, c'était hardcore.
Bah ouais, non, mais il y a des expériences comme ça. Nous, c'est vrai Ouais. qu'on a eu de la chance. Bon, en tout cas, on a peut-être bien recruté. On a eu une prestataire de ménage très rapidement. Enfin, très rapidement, on a quand même fait nos recherches. Ouais. On a quand même posté des annonces sur les sites de petites annonces tu sais, Allo Voisin, Ouais, bien sûr. Loopies, etc. Donc, moi, je dirais que là-dessus, en fait, il faut être proactif et réactif. Proactif parce qu'il faut poster soi-même des annonces et réactif parce qu'il faut être en veille tout le temps, enfin tout le temps, tous les jours. Il faut regarder les nouvelles annonces. On n'est pas les seuls à chercher une prestataire de ménage. Elles le savent aussi très bien. Enfin, elles, ça peut être un homme, ça peut être une Ouais, femme, bien de sûr, toute j'ai déjà façon. eu. Ouais. Donc nous, on a trouvé quelqu'un au début. Alors, peut-être aussi un conseil que je pourrais donner aux auditeurs, c'est au début, même si la personne en question n'est pas encore au statut d'auto-entreprise, il faut être capable de la convaincre que c'est le bon statut et que demain, elle devrait passer, enfin, auto-entreprise ou en tout cas avoir une structure juridique pour faire des Ouais. factures. C'est ce Donc, que c'est ce j'allais qui s'est dire. Toi, passé. tu cherchais ça pour pouvoir faire en sorte qu'elle te facture et que tu la rémunères sur Exactement. facture. Tu cherches toujours quelqu'un qui, quand tu es en LMNP, qu'elle te fasse des factures et que tu puisses du coup déduire ça Bah, bien sûr. de tes charges. Et donc au début, on a trouvé quelqu'un, mais cette personne avait ce défaut-là. Mais on croyait vraiment à elle parce qu'elle était vraiment bien. Elle avait déjà un petit peu travaillé dans le domaine de l'hôtellerie. Enfin, elle avait un parcours assez, pas atypique, mais disons en tout cas émouvant. Et nous, on était voilà, assez sensibles à ça. Et on s'est dit, bah, elle a vraiment envie de travailler, elle a l'air motivée. Donc du coup, on l'a pris elle. Et de fil en aiguille, du coup, au bout d'un moment, on est passé avec elle en statut auto-entreprise. Ça a duré, si je te dis pas de bêtises, ouais, 6 mois, 1 an. Ouais, ça commence à remonter. Et au bout d'un moment, malheureusement, elle a dû arrêter. Ouais. Donc là, elle nous a prévenu en avance. Donc je pense que c'est aussi un point très important, c'est vos prestataires de ménage, c'est vraiment un élément essentiel de votre activité. Il faut créer une relation de confiance. Il faut que vous puissiez communiquer. Il faut faire vraiment, faut vraiment considérer ces personnes-là comme un élément, une pièce du puzzle essentiel. Ouais, bien sûr. Et du coup, elle a été assez en confiance avec nous, en tout cas pour nous dire qu'au bout d'un moment, elle avait des soucis de santé malheureusement, qui faisaient qu'elle ne pouvait plus continuer. Et donc, du coup, nous, bah, on a cherché quelqu'un d'autre. Et là, ouais, bah, c'était un peu plus la galère. On était un Ouais. peu sur notre petit nuage avec elle. Elle faisait la blanchisserie chez elle et tout. Enfin, Ah, c'est ce que j'allais dire. Comment tu gères le linge? Parce que là, du coup, t'as qu'un appart dans une copro, donc ouais. t'as que les mètres carrés que tu loues. T'as pas de local commercial où tu peux mettre du stock, où tu peux faire de la buanderie, etc. Comment tu gères ça? Parce que déjà, on sait qu'avoir une femme de ménage aux conditions Airbnb, c'est déjà un niveau de contrainte qui est lunaire. Hein. Je veux dire, tu travailles 7 sur 7, tu peux être prévenu en dernière minute. Enfin, je veux dire, tu as un niveau de contrainte qui est déjà très dur. Si en plus tu viens rajouter le fait qu'elle va devoir gérer le linge, peut-être le ramener chez elle, etc., pas galérer à trouver quelqu'un qui fasse aussi la lingerie en même temps? Bah, si, du coup, on a galéré, Ouais. mais on a réussi à la trouver. Ok. Ça se trouve toujours, hein. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves sur la partie sous-loc, c'est oui, ça va être compliqué. Enfin, eux ont peur de démarcher les propriétaires pour trouver le logement qu'on va sous-louer derrière et ne se rendent pas compte d'à quel point ça peut être aussi compliqué de trouver un prestataire de ménage, un Ouais. bon prestataire de ménage. Bien sûr. Mais moi, ce que je leur dis, bah, c'est un peu la même chose que pour les propriétaires. C'est mécanique. C'est au bout d'un moment, on met du temps, on démarche, on recherche et on trouve forcément quelqu'un. Parfois, ça prend une semaine, parfois, ça en prend 3, parfois, ça en prend plus, mais on va forcément trouver quelqu'un qui va remplir les conditions. Donc, moi, je dirais juste de rester motivé, en fait. Hein. C'est avoir confiance dans sa capacité à trouver quelqu'un qui va matcher. Et du coup, pour répondre à ta question sur la blanchisserie, donc elle le faisait chez elle. Ouais. C'était aussi quelque chose, enfin, on cherchait quelqu'un qui était en mesure de gérer la blanchisserie. On ne pouvait pas le faire dans le logement. En tout cas, à l'époque, on n'avait même pas envisagé cette solution. Ouais. On envisageait toutes les autres, prendre un pressing, une société spécialisée, etc. Mais ça coûtait un bras, hein, très Ouais, clairement. bien sûr, très clairement. Ça, c'est une bonne solution. Et plus qu'on est beaucoup plus avancé, au début, on est obligé de faire les choses un petit peu à la mano. Et pour elle, ça la dérangeait pas de faire finalement le ménage chez elle. Donc, c'était très bien. On lui a même acheté une machine à laver pour elle, qui elle l'a toujours. Hein. On lui a offert une machine à laver en fait. Mais c'est smart ça. Moi, je trouve que c'est une anecdote intéressante. Plutôt qu'à d'aller toujours, parce qu'on est toujours en mode, on gratte, on veut toujours payer les moins chers, etc. Mais des fois, pour aussi garder du bon personnel, des fois leur fournir le matos, quitte à leur offrir, tu vois pas ça comme une dépense, mais comme un investissement pour avoir quelqu'un qui est solide, qui est là et qui dure dans le temps. Ouais. En fait, il faut je l'avais jamais vraiment, entendu ça, tu sais. Il faut avoir, je trouve, une vision, on va dire, ok, mais moi, cette personne, si elle me plaît, si elle travaille bien, j'ai envie de la garder. Comment je fais pour la garder? En fait, il faut vraiment. En fait, c'est comme aujourd'hui,
si tu veux, les grands employeurs, ils mettent un paquet de choses sur la table pour leurs employés. Si toi, qu'est-ce que tu peux faire à ta petite échelle pour maintenir ton business plus qu'à flot et surtout les bons éléments, hein, parce que c'était un bon élément. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on lui a acheté une machine à laver dernier cri. En même temps, ça servait notre activité. Ouais, non, mais ça fait sens, ouais, bien sûr. Elle était contente. En plus, on l'a mis nous-mêmes chez elle. Tu vois, je me rappelle, fallait monter les escaliers avec la machine. C'était une galère. Elle avait un tout petit espace pour la machine à laver. Mais ouais, non, ça lui a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir et ça a renforcé notre relation. forcément, Quoi. ouais, Ouais, c'est évidemment, ouais. Ah non, c'est dingue. Je te dis, hein, je crois que t'es le premier qui fait ça. Ah ouais? J'entends ça. Ok. Mais ouf. Bah, moi je l'ai jamais fait parce que j'aimais buanderie, mais c'est vrai que Ouais. c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui va pousser la relation et faire en sorte que ça soit gagnant-gagnant et pas en mode je t'exploite et tu bosses pour moi, tu vois, et je te paye et c'est déjà bien. Ouais. Moi, j'aime bien cet état d'esprit. Ouais. Je Ouais, c'est- pense qu'il faut. Je pense que quand on est dans la location courte durée, en fait, nous, on est notre business, en fait, il est sujet à de l'urgence. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut qu'on puisse être ultra réactif Ah, très bien sûr. rapidement. Et donc, forcément, quand on a envie que le business soit au service de notre vie, on délègue. Et du coup, bah, la délégation, plus que dans plein d'autres business, c'est ultra important parce qu'il y a cette notion d'urgence. Donc, quand tu appelles ton prestataire un dimanche, alors qu'elle a le choix entre passer du temps avec sa famille, ses petits-enfants, juste se poser sur le canapé Ouais. et te rendre ce service, parce que c'est pas compris dans le contrat de base, te rendre Ouais. ce service d'aller faire un truc dans le logement, bah, c'est à ce moment-là que l'humain rentre en compte. Tu Ouais, vois. fait la Donc, différence. Ouais. être de bons humains, c'est important pour ce business, en fait. Ouais, C'est non, mais surtout je suis ça. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ok, intéressant. Donc, vous financez ces deux-là, vous mettez ces deux-là à tourner, Exactement. et la banque commence à dire ok, en plus, c'est de la Ouais. LCD, temps mort, il nous faut un peu de recul sur les chiffres parce que ça s'enchaîne assez vite. Ouais, bah, les deux, on les a achetés à 2-3 mois d'intervalle, hein, en Ouais. fait. Hein. Ouais, donc ça va vite, ouais. Limite, en fait, quand on a signé définitivement le premier, on avait déjà réalisé pas mal de visites pour le deuxième. Ouais, On ouais. voulait vraiment accélérer. En fait, vraiment, l'idée, si tu veux, c'était de reproduire le modèle. Et c'est comme ça qu'au final, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait reproduire le modèle, mais sans être freiné par le principal obstacle, qui n'en était pas un au début, mais qui en est devenu un, bah, c'est la banque. C'est le C'est financement comme ça bancaire, qu'on ouais. s'est dit, OK, bon, bah, si on n'avait pas besoin des banques finalement pour continuer à reproduire le modèle, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, et si on louait les logements pour les sous-louer ensuite sur Airbnb? C'est comme ça qu'arrive la sous-loc pro. Exactement. Toujours avec ton associé. Toujours avec Arthur, mon associé. En plus, on avait tous les deux, disons, à ce moment-là, voilà, Airbnb, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, tu as une petite dimension entrepreneuriale, Bien tu sûr. peux vite être un peu piqué par ça, quoi. Tu sais, ça te plaît de gérer ta petite Ah, mais activité, moi, je ta suis petite affaire. entièrement aligné avec toi. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes élèves et à tout le monde. La LCD, c'est un business que Mm. tu viens mettre sur de l'IMO. Mm. Alors oui, avant, tu fais de l'IMO, il faut bien acheter, tu as les règles d'IMO. Mais après, tu viens déposer un business sur ton IMO parce que là, tu n'as plus des locataires, tu as des clients. Tu n'en as plus un ou deux par Exactement. an, mais tu peux en avoir 250 par an. Tu as des commentaires, donc tu as des retours. Ce que tu fais est évalué. C'est une entreprise. C'est Exactement. clairement une entreprise. Donc ouais, tu as du réassort, tu dois gérer du personnel de ménage, tu as des factures qui tombent. Enfin, je veux dire, clairement, c'est une entreprise que tu piques sur ton IMO, ouais, très clairement. C'est tout à fait ça. Et y en a à qui ça va pas plaire, naturellement. Ouais, Et ouais, alors c'est nous, sûr. c'était tout l'inverse. Ouais, ça Nous, vous êtes piqué au game, quoi. bah, on jubilait, en fait. Vraiment, on Ouais. se disait, mais c'est trop bien, on gère notre petit truc et tout. Tu sais, alors, on n'avait pas la prétention de se dire, OK, on a un gros navire, mais rien que d'être sur sa petite barque, mais c'est ta barque. C'est toi, Ouais, tu c'est vas à où toi. tu veux avec ta barque. Et ça, c'est trop stylé. On adorait ça. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on s'est dit, OK, on va faire ça, mais on y va all-in, on quitte nos tafs et on fait que ça, en fait. Ah ouais. C'était vraiment Après les cool. deux, là, comme ça, vous vous dites avec des bons tafs comme vous aviez. Parce qu'Arthur avait un bon taf comme toi. Comme moi. Alors lui, il était plus sur la partie business, c'est-à-dire que en gros, moi, j'étais consultant Ouais, et ouais. Arthur, lui, vendait des consultants, Ok. grosso d'accord. modo. Mais niveau salaire, on est dans le pareil, même délire, quoi. pareil. Limite, Arthur peut-être même un peu plus, parce que vu qu'il était commercial, donc quand il avait des bons résultats, Ouais, donc Arthur, il 3000, avait- 3005 chacun par mois. Arthur, il a déjà eu des fiches de paye à plus de 7000. Hein. Ah ouais. Oui, oui, clairement, clairement. Alors, c'était pas tous les mois, c'était les mois Ouais, de bien décembre, sûr, c'est quand t'as le commercial, donc bonus, c'est un peu etc. un montagne russe. Ouais. Mais ouais, il y a un effet, je pense, psychologique d'avoir sur sa fiche de paye le numéro 7. Ah, c'est qui commence. vénère, hein. Ouais, ça c'est fait ça. plaisir. Hein. Mais par contre, les mêmes écueils, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir libre, le fait de percevoir l'avenir d'une manière pas très positive, ouais, on avait les mêmes écueils. C'est-à-dire que finalement, la fiche de paye, c'était bien parce qu'on épargnait beaucoup d'argent, etc., pour les projets IMO. Ouais. Et justement, on était déjà finalement rentré dans une dimension où
le projet IMO avait pris trop de place dans nos vies, il fallait qu'on continue, quoi. C'était ça. Ah ouais, c'est dingue ça. Donc là, vous quittez votre job avant même de lancer la sous-loc? Le projet avait été mis sur la table bien comme il faut, on avait tout cadré, on n'a pas fait les choses au hasard, hein. C'est-à-dire qu'on a appuyé sur le bouton on quitte, tout était déjà cadré, planifié. Je vois le personnage là, ça devait être calibré, carré, c'était préparé, quoi. C'était bien préparé, on s'est pas lancé au hasard, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, hein, en fait, hein. Non, il faut pas brûler ses bateaux, on dit toujours il faut brûler ses bateaux. Brûle-en, mais avant réfléchis à comment tu vas partir de l'île, quoi, avant de tout cramer. Ce que je veux dire par là, c'est il faut bien réfléchir à son projet. Ça ne veut pas dire d'être dans l'immobilisme, parce que beaucoup attendent d'avoir le projet parfait pour se lancer. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut y réfléchir, il faut que ce soit carré, demander des avis, etc. C'est une bonne chose, mais il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est sur la route qu'on apprend le plus de choses. Nous, en fait, typiquement, on avait certes bien calibré le projet, mais c'est dans les premiers mois du lancement du business qu'on a appris 90% finalement de la réalité de ce business-là. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ah, c'est dans le passage à l'action où c'est le plus formateur, tout ça. C'est toujours en fait, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte, mais en plus, ce qui est pas mal avec le passage à l'action, c'est que tu apprends très vite les bénéfices d'être passé à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu te rends compte de mais j'ai bien fait de passer à l'action en fait. Donc, c'est pas comme si tu devais attendre 2 ans pour voir le retour sur investissement de tout ça, quoi. Voilà. Ok, donc vous quittez votre job et vous lancez la société de sous-loc. Exactement. Et là, vous n'avez pas, c'est moi le premier truc qui me vient à l'idée, c'est de se dire, ok, la banque vous avait dit, ok, on va attendre un peu de recul, etc. Donc, entre guillemets, financement, ça devient chaud. Et au lieu d'attendre et à faire de la sous-loc en parallèle pour limite augmenter vos revenus et se dire c'est bon, on va revenir encore plus fort, au contraire, vous vous enfoncez un peu plus dans le clou, en plus vous quittez votre job. Là, à ce moment-là, vous dites quoi peut-être par contre, ok, on va dans la sous-loc, par contre, on sait qu'on vient, je vais pas dire, on vient de se griller la cartouche du levier, tu vois où je veux en venir. Ça vous traverse l'esprit ou vous vous dites non parce que, je sais pas, on va faire tellement d'argent que ça va compenser. C'est quoi votre truc à ce moment-là en tête? En fait, si tu veux, notre état d'esprit, c'était de se dire, ok, alors, en fait, on se dit, on va pas pouvoir réinvestir tout de suite. Très clairement, on le savait. Peut-être ça allait prendre 1 an. Et en fait, si tu veux, c'était au début, on est 2021, et là, les banques commencent vraiment à resserrer la vis. Donc, en fait, on se dit, ok, par rapport à notre situation, taux d'endettement, etc., on va peut-être pas pouvoir réinvestir tout de suite. Et effectivement, on se pose la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend et on reste dans nos tafs, etc., ou est-ce qu'on lance quelque chose? Et en fait, on en avait tellement marre en fait de nos tafs, et le business model Airbnb avait tellement bien marché qu'on se disait tout simplement, allons-y, viens, on se jette un peu à la mer et on voit ce que ça donne. C'est vrai quand même, il faut se le dire, il faut l'avouer. On a tous les deux, du coup, comme on a fait des études, qu'on avait une belle expérience professionnelle, on savait que le pire qui pourrait nous arriver, c'était de retourner dans nos tafs. Tu vois. Au pire, si ça ne marche pas, on se remet sur LinkedIn. Enfin, c'est pas qu'on allait trouver du travail en claquant des doigts, mais disons qu'on savait qu'on allait pouvoir partir là-dessus, quoi. C'est pas comme si on était foutu, etc. Ouais, t'avais un plan B quand même derrière la tête, où ça marche pas, écoute, on a perdu staff, mais on peut en retrouver 10 comme ça, entre guillemets, et on va retrouver, on est jeune, on est formé. Exactement. Et sur le coup, on était ultra motivés aussi pour continuer du coup ce modèle. Donc la décision a été faite de se dire, ok, on va tenter l'expérience, l'aventure. Et il y a aussi un aspect, disons, où on se disait, ça va être aussi une expérience de vie, tu vois, de se dire on va monter notre boîte. On avait tous les deux envie de le faire en tant qu'amis en plus. Enfin, je pense que c'est pas toujours qu'on a cette opportunité-là dans la vie de monter une boîte avec un pote qui a les mêmes idées que nous sur plein de sujets, et notamment la partie business. Donc c'est de là qu'est venu le choix finalement de partir du côté obscur de la force, en quelque sorte. C'est ça, ou du côté de la lumière peut-être, même de la liberté. De la lumière, c'est ça. Et tu dis un vrai truc en plus, Steven, c'est le côté de la liberté, parce qu'on était aussi animés par ce désir de finalement de sortir de notre prison dorée du travail. Donc on avait aussi le fait de se dire, ok, les projections dans notre vie future grâce à ce business-là, alors que là, du coup, si on restait dans nos tafs, on attendait trop de temps avant de pouvoir goûter à ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tu as un effet aussi, un an c'est trop long, faut agir maintenant, et je vois ce que tu veux dire. Du coup, vous vous lancez dans la sous-loc, vous l'attaquez comment? Vous avez besoin de vous reformer un petit peu à la sous-loc, ou au final c'est tellement un dérivé de la LCD que finalement il n'y a pas grand-chose à apprendre, pas grand-chose. Je m'entends, mais voilà, il y a quelques adaptations sur comment je vais faire, comment je vais démarcher des propriétaires. Vous attaquez ça comment?
Alors, on essaye de se former. À l'époque, la sous-location, c'était vraiment pas connu. Ouais, Donc, il y a clairement, très peu d'acteurs qui peuvent te former là-dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de récupérer un maximum d'informations. Très rapidement, on se rend compte que la partie la plus complexe, ça allait être le démarchage des propriétaires. Ouais. Parce qu'effectivement, l'étude de marché, nous, on était déjà parti du principe qu'on allait rester dans la ville dans laquelle on est. Pour la partie gestion, etc., on maîtrisait. Et le nœud du problème, c'était effectivement démarcher les propriétaires. Donc, on se forme beaucoup là-dessus. On a eu du coup la chance d'avoir fait des études dans la partie commerce qu'on a utilisé après. Pour le coup, au départ, on ne l'a pas utilisé. Si tu veux, on s'est dit, OK, on va parler du concept, etc. On s'est pris que des refus très rapidement. Et c'est au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on a peut-être fait des études dans le commerce, viens, on ressort un peu nos cours, il y a peut-être des trucs qui vont être pertinents là-dedans. Et c'est comme ça que, du coup, on s'est vraiment remis en question. On a construit notre argumentaire, notre script, traitement des objections, quoi répondre aux propriétaires quand ils posent telle ou telle question, comment reconnaître tel type de propriétaire. Il y a presque une science théorique là-dessus qui, derrière, se met en pratique avec des choses très concrètes. Et c'est comme ça que, en 3 semaines, on a récupéré les 3 premières sous-locations. En fait, en 3 semaines, on a eu les 3 go. On a même dû reporter la signature du bail d'un des logements parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à avoir autant de propriétaires. Et donc, du coup, on se retrouve avec 3 logements qu'on doit mettre en location très rapidement. Et ce qui se passe, c'est qu'on a négocié avec la propriétaire d'un des logements pour lui dire au fait, est-ce qu'on pourrait reporter d'1 mois? Parce que la propriétaire était tellement convaincue par le concept qu'elle a accepté tout de suite. En fait, c'est un confort pour le propriétaire. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, le plus dur, j'ai eu plein d'invités qui font de la sous-loc, donc j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Le plus dur dans la sous-loc, c'est de trouver le propriétaire qui veut bien te sous-louer. Mais on est d'accord que foncièrement, le propriétaire en soi, il a tout à y gagner. C'est une sécurité pour lui. Mais le français, entre guillemets, de base propriétaire, le conscientise pas. Pourquoi tu penses qu'il conscientise pas, toi, aujourd'hui? Tu penses que c'est quoi qui est mal compris, peut-être mal véhiculé? Et tu fais quoi comme type de contrat pour les rassurer? Parce qu'il y a aussi des choses qui se font dans les contrats de sous-loc pro, ou comme on n'a pas besoin de mettre 18 mois pour te virer si jamais tu payes pas, etc. Toi, c'est quoi ton argumentaire par rapport à ça? Alors, en fait, déjà, la question, on va dire, elle est un peu plus globale. C'est que déjà, il faut comprendre, tu es face à quel type de propriétaire. Il y a des propriétaires qui vont plus être intéressés par la partie argent, gagner de l'argent, et gagner de l'argent tout le temps, tous les mois, donc pas de vacances locatives. Ça va être des arguments qui vont être beaucoup plus impactants pour eux. Tu peux même aller beaucoup plus loin. Nous, pour le premier logement, on a même négocié avec lui. On lui a payé la taxe foncière, enfin la moitié de la taxe foncière. On l'a intégré dans le loyer. Donc, tu vois, tu vas avoir ce type de propriétaire très argent. Tu vas avoir des propriétaires qui vont être très sérénité d'esprit, qui vont vouloir un locataire qui ne les embête pas. Moi, en fait, je suis pas là, je veux pas que tu me calcules. Si tu me promets ça, c'est bien, tu vois. Et si tu veux, si tu repères, en fait, et ça part de là l'argumentaire, si tu repères le type de propriétaire, ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs d'amener sur le plateau le bon argument. Et en fait, je dirais que le propriétaire moyen en France, c'est pas qu'il n'est pas réceptif à ce modèle, c'est juste qu'en fait, il faut bien que tu mettes en corrélation les intérêts qu'il a à te louer et toi, ton business model. Et si tu arrives à faire ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Évidemment, tu en auras toujours qui voudront jamais entendre parler de ta solution. Ça, c'est OK. Tu raccroches, tu es une machine, tu passes à autre chose. À un moment donné, tu as une activité, tu vois. Mais il y a énormément de propriétaires et moi, j'ai beaucoup d'élèves qui s'étonnent en fait. C'est-à-dire que je me rappelle d'une élève qui nous a envoyé un message peu de temps après avoir commencé le démarchage en nous disant je pensais que ça allait pas marcher et du coup en fait j'ai saisi toutes les opportunités qui tombaient et au final j'ai fait plein de visites et sur les visites il y en a 3 qui m'ont dit go et limite je peux pas les prendre les 3 en fait. Tout ça pour dire que je pense que les propriétaires sont pas complètement fermés. Il faut juste bien argumenter, bien parler avec eux, bien comprendre ce qu'ils recherchent et se mettre à leur place. Je pense que la première qualité pour convaincre un propriétaire, c'est faire preuve d'empathie. Si tu fais preuve d'empathie, de compréhension de ce qu'il attend réellement, et c'est évidemment plus facile à faire quand tu as déjà investi, tu vois, et ce sera facile de les convaincre. Plus facile en tout cas. Et tu mets des clauses particulières pour renforcer ça. C'est quoi parce que ça, les auditeurs vont se le demander. C'est quoi la sécurité supplémentaire à louer son appart à quelqu'un qui va le sous-louer plutôt que un particulier qui va habiter dedans et qui peut avoir un impayé, etc. C'est quoi les sécurités que tu mets en plus, toi, pour eux? Alors, tu as déjà toute la partie, effectivement, tu le disais tout à l'heure, tu as la partie où c'est beaucoup plus simple de faire sortir un locataire professionnel qu'un locataire particulier.
aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on travaille avec un bail civil. C'est pas un bail d'habitation, c'est pas un bail commercial, c'est un bail civil. C'est le bail le plus adapté finalement pour notre c'est activité. comme les locations de garage, c'est pas de la loi de 89, c'est du civil, donc tu Voilà. peux sortir beaucoup plus facilement. Exactement. Ouais. Et en fait, donc déjà rien que ça, on va dire le cadre du bail, le fait que ce soit un bail civil, ça permet d'être beaucoup plus flexible. Et le propriétaire, si tu arrives à bien lui faire comprendre ça, du coup, ça le rassure. Ensuite, pour moi, la clause la plus importante, c'est la clause durée. L'avantage avec un autre bail civil, c'est qu'en fait, tu peux choisir la durée ferme. Nous, on propose 2 types de durée. On a une durée ferme et une durée, on va dire, flexible qui court après la durée ferme. Tu as certains propriétaires qui, pour se rassurer, vont te dire « mais moi, je veux minimum 1 an ». Et tu en as d'autres qui, toujours pour se rassurer, vont te dire « moi, je veux que 6 mois ». Tu vois, et donc en fait, c'est en fonction du type de propriétaire, tu peux ajuster la durée du bail. Et ça les rassure énormément parce qu'en fait, ils savent que tu vas pouvoir leur payer le loyer pendant soit 1 an, soit 6 mois, ça peut être beaucoup plus, que c'est ferme. T'en as d'autres au contraire qui vont se dire ok, si au bout de 6 mois ça marche pas, de toute façon je peux sortir, alors que c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte qu'un locataire particulier n'est pas bon au bout de 6 mois pour le faire sortir très rapidement. Il faut attendre beaucoup plus de temps. Donc ça les rassure énormément. Et il y a un autre point quand même qui n'est pas dans le contrat, mais je tenais quand même à le dire, c'est le fait que toi, tu vas faire une activité professionnelle dedans. Si le logement ne marche pas, tu n'as pas intérêt foncièrement à rester dedans, sauf si tu as un maboule et que tu es malhonnête, tu vois. Mais sinon, tu n'as pas intérêt à rester dans le logement. Donc, il faut aussi faire comprendre aux propriétaires que c'est tout dans ton intérêt que ça fonctionne, que tu puisses payer ton loyer et que du coup, en fait, tu le gardes le plus longtemps possible et que ça se passe bien. Voilà. Bah ça, c'est intéressant. Ça me fait rebondir une question, du coup. Comment tu sélectionnes les logements qui vont être bons à mettre sur Airbnb? Est-ce que tu es de la team à améliorer? Parce que moi, j'ai eu plein de personnes qui font de la sous-loc. Il y en a qui font carrément des travaux, qui investissent. J'en connais même qui font des prêts travaux, qui mettent 20 000 euros, qui rénovent, qui poussent pour louer plus. Est-ce que toi, tu es du team plutôt non, je prends des logements qui sont déjà jolis, cohérents? Est-ce que je les embellis juste? Est-ce que je les loue tel quel? C'est quoi ta stratégie, toi, par rapport à ça? Parce que c'est plein de petites stratégies différentes en sous-loc, au final. Complètement, il y a plein de possibilités. Moi, ma stratégie, c'est de prendre des logements en fait, que tu vas pouvoir très rapidement mettre sur le marché, qui nécessitent au maximum ce qu'on appelle un home staging express. Okay. Alors, je n'ai pas toujours pensé comme ça. Au début, on a fait beaucoup de rénovations. Enfin, il y a notre 2e ou 3e sous-loc. On a fait beaucoup de rénovations. C'est une erreur, d'ailleurs, que je ne conseille pas à mes élèves aujourd'hui. Tu vois, c'est aussi ça l'avantage. On en parlait tout à l'heure de se former. C'est qu'en fait, le formateur, il a fait des erreurs. Il te dit, il ne faut pas la faire celle-là. Et aujourd'hui, je ne recommande pas de faire des travaux, clairement. Je pense que c'est un modèle, en fait. En fait, il y a différents modèles. Il y a un modèle où tu fais des travaux, ça marche très bien. Nous, on a le modèle ne fais pas de travaux. Au maximum, tu fais un home staging express où tu vas finalement, avec très peu de moyens et très peu de temps, pouvoir augmenter, avoir un gros impact sur la qualité esthétique et visuelle du logement. Sur la valeur perçue du logement. En vrai, mais aussi et surtout sur les photos. Parce que finalement, c'est un peu le nerf de la guerre dans notre activité. Airbnb, Booking, c'est une vitrine et il faut que la vitrine soit belle. Donc, il y a des astuces comme ça qui te permettent de le faire. Mais nous, aujourd'hui, on recommande d'aller sur des logements qui sont déjà propres, déjà très bien. Tu peux aller sur du meublé très bien décoré. D'ailleurs, il y a une très belle opportunité avec la loi Lomer anti-Airbnb. Il y en a plein qui se sont dit Airbnb, c'est mort, etc. Qui ont lâché à la location longue durée des logements qui étaient standardisés pour Airbnb. Et là, c'est une aubaine parce que du coup, tu peux les louer et tu n'as quasiment rien à faire. Parce que, tu sais, en sous-location, on a un enjeu de time to market. C'est-à-dire qu'on veut très rapidement pouvoir mettre sur le marché le logement qu'on vient de louer. Parce que sinon, plus il y a du temps, plus on paye le loyer. Bien sûr. Donc, en fait, plus on est efficace sur la partie rafraîchissement, tout ça, rafraîchissement, ameublement, décoration, et plus tôt on va gagner de l'argent et nos premières réservations. Voilà. Et je comprends le modèle. Mais du coup, si vous décidez de choisir des appartements qui sont déjà propres, cohérents, moi, ce qui pourrait me venir naturellement à l'esprit, même si je connais un peu la réponse, mais c'est de se dire, c'est peut-être des appartements qui ont déjà un loyer de base plus élevé. Tu vois, tu peux te dire, lui, il loue un vieux truc complètement dans son jus, c'est pas très cher. Lui, il a déjà un truc qui est refait, qui est plus mieux, il va le louer déjà plus cher. Est-ce que du coup, je perds pas de la marge? Parce que moi, derrière, le sous-louer pour nos auditeurs, c'est tu loues, tu payes le loyer et toi, tu vas mettre sur Airbnb pour marger encore plus et tu récupères la différence. Mais du coup, est-ce que ce delta est pas plus faible lorsque tu prends des appartements qui sont déjà sympas, entre guillemets, ou le marché fait qu'il n'y a pas tellement d'écart et que c'est pas assez significatif? En fait, en réalité, le loyer, déjà, il ne va pas être 50% plus cher. Il ne va pas être complètement décoré. C'est-à-dire qu'entre un logement qui est
nul, on va dire, bien et un sûr. logement qui est bien adapté, il va peut-être y avoir, ça dépend du type de logement, Oui, etc., bien de la sûr, c'est ville les et tout, fourchettes, ouais. il va y avoir un écart à peu près de 10 à 15%, Pas plus. admettons, Ouais, je suis ok? d'accord. Et en fait, si tu veux, ce 10 à 15% de delta bah, ne vaut pas le coup par rapport à tous les travaux, tous les rafraîchissements et le temps que tu vas passer à devoir le remettre en état, la charge mentale que ça va te demander, etc. Pour nous, en tout cas, ça n'en vaut pas le coup. Encore une fois, il y a différents modèles, mais moi, je pense qu'il vaut mieux quand on veut débuter, notamment, parce que c'est très important, ça dépend à qui on s'adresse. Quelqu'un qui, justement, a énormément d'expérience va potentiellement aller sur des projets plus conséquents qui vont demander plus de temps et d'argent. Mais quand on veut débuter, moi, je pense qu'il faut aller sur quelque chose de palpable. Et ça revient un petit peu à la genèse de mon premier investissement. Aller sur du concret, aller sur du palpable, aller sur quelque chose qui est à portée de main. Donc, nous, c'est un petit peu notre manière de voir les choses. Et c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est aussi d'aller sur des plus grands logements. Nous, on aime particulièrement les T3 parce que c'est vraiment une typologie qui marche extrêmement bien sur Airbnb. D'accord. Plus que les T2, moi. Beaucoup plus que les T2. Moi, toujours, systématiquement. Plus que les studios. En fait, il faut bien se dire que l'investisseur lambda, il va prendre un studio ou un T2. C'est des produits qui sont très liquides, etc. Et nous, en sous-location, on a la possibilité on n'a pas besoin de prendre un prêt. Donc, on n'a pas besoin justement d'aller chercher énormément d'argent. Donc, on n'est pas freiné par ça. Autant aller sur des logements qui ont un gros potentiel sur Airbnb, typiquement les T3. Donc, nous, on n'a que des sous-locations en T3 et T4. Ok, très clair. Et ça représente quoi votre volume de sous-loc aujourd'hui? Vous êtes monté jusqu'à combien? Vous avez combien d'appartements sous-loc aujourd'hui? Alors, au total, on est monté jusqu'à 8 et là, on en a 7. Mais on essaye d'aller sur des bons logements. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire du volume de sous-location, parce qu'on a quand même conscience que plus tu as de logements, plus tu as d'emmerdes. Je sais pas si c'est je peux ça. me permettre de parler plus comme t'as ça. d'emmerdes, c'est ça. C'est un peu ça. Il faut trouver les femmes de ménage pour aller faire ces 7 ou 8 logements, parce que c'est pas vous qui les faisiez, rebolote. Comment vous avez géré ça, pour gérer 7, 8? Comment vous êtes structuré pour pouvoir en gérer 1, 2, 3, 7, 8? Alors, déjà, je dirais, il faut faire une très 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 bonne étude de marché parce que quand on se lance dans une ville, il faut bien se dire que cette ville-là, je vais peut-être avoir justement 2, 3, 4, 5 sous-locs dedans. Bien sûr. Et l'idée, c'est de se dire, ok, bah, la prestataire de ménage que j'ai trouvée pour la première sous-loc, elle va aussi m'être utile et s'occuper de la deuxième, de la troisième, de la quatrième sous-loc. Nous, on est sur 3 villes actuellement. On a donc une prestataire dans la ville 1, une prestataire sur la ville 2, une prestataire sur la ville 3. Et en fait, voilà, elle s'occupe de tout. Dans les 2 premières villes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des prestataires qui ont évolué et qui ne font plus le ménage. Enfin, elles le font encore de temps en temps, mais elles délèguent elles-mêmes le ménage. C'est une conciergerie. C'est une sorte de conciergerie, qui bien sûr. s'occupe que du ménage. Mais nous, on n'a que la partie ménage avec ces conciergeries-là. Ouais, je vois très bien. Donc c'est comme ça, et ça se fait. Mais c'est vraiment ce que je conseille, du coup, quand on veut se lancer dans la sous-loc, c'est ne vous lancez pas dans une ville en vous disant que vous allez pouvoir vous lancer dans plein d'autres villes après. Parce qu'après, on essaie de mutualiser finalement les ressources qu'on a. On a parlé ménage, mais il y a aussi l'homme, on va dire, de maintenance, l'homme de tout ce qui est à côté, la personne d'entretien, on va dire. Les petits bobos, un radiateur qui s'est fait arracher, une tringle qui a été tirée, ou c'est pas de la femme de ménage qui est incapacité de le faire, bien sûr. T'as ton plombier, t'as ton gars qui sait faire ci, voilà, il faut un petit réseau qui se développe autour, c'est ça la LCD. Exactement. Et en fait, à un moment donné, il faut développer un vivier de staffing finalement qui te permet de subvenir en quelque sorte au développement de ton activité. Ouais, c'est smart. Et pour que les auditeurs s'en rendent compte un petit peu de façon palpable, ça génère quoi un bien en sous-loc? Combien on peut aller chercher par rapport à ce qu'on donne de loyer, etc. aux propriétaires? On peut espérer faire quoi sur un bien en sous-loc? Alors, ça va, comme tu le sais, vachement dépendre des mois, etc. des qualités. Je préfère le dire parce que si j'ai envie de te donner une réponse de but en blanc, je te donne le max. Je te dis qu'en fait, moi, j'ai un logement que je loue 800 €. Au mois d'août, je fais 50 € d'électricité. Il me fait 4 000 € de chiffre d'affaires. Et je te dis, tu peux faire x4. Non, la réalité, c'est que ça dépend des mois. Ce même logement-là qui nous fait 4 000 € au mois d'août, il nous fait peut-être 1 500, 2 000 € en plein mois de février. Donc, ça dépend vraiment des mois. Mais disons que du coup, tu peux osciller entre une marge par rapport à ton loyer, à toutes tes charges, on va dire, une marge entre 20 et 50%, voire plus. Et là, je parle au global. Par exemple, là, l'exemple que je prenais avec le logement qu'on paye 800 € de loyer qui nous fait 4 000, c'est un logement plutôt. Mais du coup, au global, sur tous les logements, il y en a qui vont plus ou moins performer. Et donc, tu fais entre 20 et 50%. Ouais. Ok, tu fais une marge qui est honnête, tu fais une marge qui est intéressante. Pour pas prendre d'encours. Tu prends pas d'encours.
tu prends pas de risque. Bah non. Parce que du coup, si le logement, finalement, il y a un souci, tu peux le rendre extrêmement facilement. Parce qu'on parlait de la durée du bail tout à l'heure, mais c'est pour toi aussi. Quand tu as du 6 mois, du 1 an ferme, très rapidement, au bout de ces 6 mois et 1 an, toi, si tu as envie de changer de logement, Oui, ça va dans tu les peux deux te sens. barrer. Ouais, bien sûr. Donc, et je trouve que c'est ça la puissance de la sous-location, c'est que tu peux louer des logements que tu n'aurais pas pu acheter en fait. Tu veux louer un T3 en plein centre-ville, typiquement là, notre dernière sous-loc, c'est un gros projet, c'est une maison en banlieue parisienne, on paye 1 900 € de loyer. La maison, si on avait dû l'acheter, on l'aurait acheté 450 000, Ouais. on aurait dû mettre 45 000 € d'apport, on les a pas. Ouais, En bien sous-loc, sûr. tu peux le faire. Ouais, je vois Ça ce que qui- tu veux dire. Et du coup, ça m'amène à une presque dernière question, c'est est-ce que du coup, maintenant que vous avez goûté à des projets où vous êtes propriétaire, où vous remboursez du capital, parce que la grosse différence entre la sous-loc, elle est là, Bien sûr. évidemment. Qu'est-ce que toi, maintenant, t'en penses qu'il y a les deux casquettes? Est-ce que vous avez quand même envie de retourner un peu vers, je vais pas dire du vrai investissement immobilier, mais où vous achetez la pierre? Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt... Parce que moi, la sous-loc, du coup, pour moi, c'est pas de l'IMO, c'est de l'entrepreneuriat dans l'IMO. Je pense Clairement. que tu es raccord avec moi, parce que Tout à fait. justement, la grosse différence, c'est que tu n'as pas le remboursement de capital. Exactement. Est-ce que vous avez envie de cumuler les deux? Est-ce que maintenant, vous avez quand même envie de rattaquer en perso? C'est quoi ton point de vue là-dessus maintenant, avec le recul? Moi, j'ai envie d'attaquer les deux. Les deux, Clairement, ouais. j'ai envie d'attaquer les deux. Aujourd'hui, je connais certains marchés. Donc, typiquement, si j'ai une opportunité même de racheter les propres logements que j'ai en sous-loc, je le ferai. Ouais. Je pense qu'il faut continuer à faire les deux. En fait, c'est complémentaire. Faut pas diviser les deux. Les deux sont complémentaires. Comme tu l'as dit, dans un cas, tu rembourses du patrimoine. Dans l'autre cas, tu fais finalement que de l'usufruit. Bien sûr, tu faut fais être du cash, familier. tu fais de C'est l'usufruit, c'est ça. une boîte, tu fais du CA, et voilà. Mais par contre, ce que ça te permet de faire aussi, là, ce que j'aimerais faire, c'est justement, ça te permet en fait d'étudier des projets un peu plus peut-être complexes dans l'immobilier. Donc là, typiquement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler en off. L'atypique, c'est un Ouais, truc qui ouais, m'intéresse ouais. de plus en plus. Ouais, bien sûr. Et un autre domaine, c'est l'achat-revente. En fait, là, si tu veux, ça te permet d'envisager l'immobilier comme quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça que je trouve intéressant. En tout cas, ça te donne extrêmement confiance en ta capacité à gérer, on va dire, de l'immobilier. Ça, c'est clair. Ouais, ok, ouais, c'est smart. Bah, super, super. Merci beaucoup, Ryan. Merci à toi, Steven. J'ai une dernière question quand même. Dis-moi. Passage obligatoire, cette question, quand tu passes chez Authentique. Ok. Elle est simple. Si tu avais un conseil à donner, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, peu importe le domaine, ça serait quoi pour toi, avec ton expérience aujourd'hui, l'homme que tu es? Ok, très bonne question. Je dirais au global, ce qui va par-dessus tout, c'est alors ça va faire un peu bateau, mais je dirais que c'est de rester dans l'humain. Encore une fois, hein, je trouve que c'est super important parce que si on arrive aujourd'hui à faire une activité immobilière d'investissement entrepreneurial, c'est parce que à côté de nous, on est entouré d'humains. Et je pense qu'il faut faire très attention à qui on s'entoure, à nos fournisseurs, à nos prestataires. Il faut en prendre soin et il faut essayer de rendre ça le plus qualitatif possible. Et quand ça se passe bien, généralement, le reste se passe bien aussi. Donc voilà, je dirais de faire attention à la partie humaine d'un business qui parfois peut être un peu très chiffres, rentable. Ouais, bien sûr. tu vois, voilà. Je dirais ça. Ok, eh ben écoute, super. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi, Steven. J'espère, les amis, que ça vous aura plu. Ça a été riche pour ceux qui ont envie de faire de la sous-loc, etc. Mais ça peut. Moi j'aime bien la sous. J'en fais pas personnellement, mais j'aime bien parce que je trouve que justement, dans les cas comme tu as évoqué aujourd'hui, quand tu arrives, tu es coincé dans un palier, plutôt que de rester inactif, ça te permet d'aller chercher des fonds, de scaler pour peut-être avoir plus de trésor pour réattaquer. Tu as des personnes, des fois, qui sont dans certaines situations où on peut pas investir parce que tu es au chômage, etc. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça permet de prendre de l'expérience et de rester dans l'action, quoi, très clairement. Mais j'ai plein d'élèves, hein, aujourd'hui, j'ai plein d'élèves qui ont déjà investi dans l'immobilier, n'ont pas envie de mettre un coup d'arrêt et veulent se lancer dans la bien sous-location. sûr. Enfin, je trouve que c'est super intéressant pour quelqu'un qui, justement, est bloqué et la banque lui dit « Attends un an ». Ben non, j'attends pas un an. Je fais de la sous-location. Je fais de l'argent, je fais de la trésor et je reviens plus fort, très clairement. Avec un apport. Ça permet de faire ça. Ouais. Non, mais super. Likez, partagez, les amis. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est coincé ou qui a envie de bouger, qui ne sait pas comment faire, donc ça va pouvoir l'aider. Exactement. On peut vous suivre où si on veut suivre un peu vos aventures? Instagram, Sous-loueur rentier. C'est notre page Instagram. On va mettre, de toute façon, en bio, on mettra tout ce qu'il faut. Très bien. La personne peut nous envoyer un DM, d'ailleurs, nous dire j'ai vu le podcast. Super. Et on discute. On est très disponible par DM. Eh ben, super. Voilà. Eh ben, super. On mettra tout ça, les amis. Tout est en bio, dans la vidéo, dans le podcast. Merci encore infiniment pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve chaque mercredi à midi. Ciao, ciao.